Nous prenons l'antenne un petit peu plus tôt que prévu. On commence avec cette fusillade ou peut-être... Des explosions ont été entendues à l'extérieur du Stade de France. 3 explosions. Le vendredi 13 novembre 2015 restera à jamais l'une des pages les plus douloureuses de l'histoire de la France. Une soirée d'automne marquée par les attentats djihadistes qui ont fait 132 morts et plus de 400 blessés à Paris et dans sa banlieue. Des attaques menées pratiquement au même moment dans la capitale, dans les rues du 10e et 11e arrondissement ainsi qu'au Bataclan. La première a eu lieu à Saint-Denis, au Stade de France, là où se tenait une rencontre amicale de football entre la France et l'Allemagne. Manuel Dias, un chauffeur de bus qui était tranquillement en train de boire son café au restaurant, y a perdu la vie. Et les conséquences de cette attaque auraient pu être encore plus meurtrières, notamment si les terroristes avaient réussi à suivre leur plan initial, à savoir rentrer dans le Stade de France. Comment a été vécue cette soirée de l'intérieur? Comment a-t-on évité la panique des 80 000 spectateurs? On vous raconte cette terrible soirée. Il est aux alentours de 9h ce vendredi matin quand un appel anonyme à l'hôtel Molitor provoque l'évacuation de la Mannschaft, la sélection allemande qui a pris ses quartiers dans cet établissement du 16e arrondissement. Une péripétie qui ne semble pas perturber les joueurs allemands alors en salle de fitness quand la brigade cynophile est arrivée sur place. Après intervention des services de déminage, l'équipe peut réintégrer l'hôtel en fin de matinée. La journée se déroule ensuite normalement. Les deux sélections françaises et allemandes prennent la direction du Stade de France, tout comme les 80 000 spectateurs attendus. Généralement, pour aller au Stade de France, on met un peu de temps en voiture. Moi, je mets 1h30 de l'endroit d'où je pars, je mets 1h30 pour y aller. Ce soir-là, j'ai mis 3 heures, le double de temps. Alors, il y avait accident, embouteillage sur le périphérique, travaux. C'était un vendredi, donc départ en week-end, j'imagine. J'ai mis un temps fou pour arriver au Stade de France. Mais je pense que ça a eu une importance capitale dans la suite de ce qui s'est passé ce soir-là au Stade de France, parce qu'il n'y avait pas que les spectateurs qui sont arrivés un petit peu en retard. Je pense que les terroristes aussi sont arrivés en retard, qui n'ont pas pu entrer dans le stade et qu'on est passé à côté d'une catastrophe bien plus épouvantable. L'avant-match autour du Stade de France n'a rien d'inhabituel, si ce n'est une présence policière accrue en vue de l'Euro 2016 qui se tiendra en France en juin prochain. Du côté de la tribune présidentielle, le président de la République française, François Hollande, prend place, accompagné de plusieurs ministres, mais aussi du ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier. D'ailleurs, le ministre était présent, le président de la République était présent et on était tous donc à la tribune officielle au début de ce match, comme d'habitude, si je puis dire, parce que moi j'ai pas fait beaucoup de matchs internationaux avec le président de la République, mais celui-là, il y avait, je sais pas, 5-6 ministres qui étaient présents. On est quelques mois avant l'Euro 2016, on est en train de préparer tout ça et ça devait être une belle fête et ça s'est terminé en cauchemar. Vers 20h45, le premier commando, conduit par Salah Abdeslam, arrive aux abords du stade. Il dépose 3 terroristes sur place avant de repartir. À 21h, le coup d'envoi est donné dans une ambiance festive, les supporters donnent de la voix, personne ne se doute que la soirée est sur le point de basculer dans l'horreur. Oui, le match débute tout à fait normalement. Les Français ont plutôt le ballon, ils commencent à assiéger le camp des Allemands, et puis tout d'un coup on entend une détonation assez violente. Un bruit sourd qui semble venir des tribunes et que moi j'identifie comme un pétard agricole, une bombe agricole. Ça ne soulève pas beaucoup d'interrogations parmi les gens qui sont autour de moi. Et bien qu'au fond de moi, je me dise, ça c'est un gros pétard quand même, mais sans émotion particulière. La réaction du public a été très étrange. Il y a eu une ovation. À cette détonation, le public a crié, comme si on avait bravé un interdit. C'était un peu bizarre. C'était dans les 10 premières minutes du match. Ce bruit à 21h17, c'est Ammar Ramadan Mansour Mohammad Al-Sabawi, un terroriste irakien de 20 ans qui vient d'actionner sa ceinture d'explosifs à proximité de la porte D. En face, Manuel Dias, un chauffeur de bus qui avait déposé des supporters au stade, est posé au restaurant Livens où il prend un café.
Il est alors soufflé par l'explosion, la première victime des 130 personnes décédées lors de cette nuit d'horreur. Donc la seconde, quelques minutes après, là, est-ce que ça change quelque chose dans votre... Oui, parce qu'il y a ce côté répétitif. Et surtout, on voit Patrice Evra qui est en possession du ballon, qui met le pied sur le ballon et qui a l'air de chercher d'où ça vient. Mais qu'est-ce que c'est pas comme d'habitude. Et on partage un peu tous ce sentiment. Et là, on s'est tous regardés en se disant, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas expulsé ce lanceur de pétards? Et on ne voyait pas de mouvement dans la tribune d'où ça aurait pu partir. Et après, le match reprend, le match nous emporte et on n'est pas là à gamberger. Qu'est-ce qu'il y a bien plus? Non, pas du tout. Franchement, ce serait mentir que de dire on se doutait que... Non, c'est pas vrai. À 21h20, un deuxième terroriste se fait exploser au niveau de la porte H. Il s'agit de Mohamed Al-Mahmoud, le frère du premier terroriste. Il fait plusieurs blessés, dont un grave. Dans les minutes qui suivent, les premières fusillades éclatent en plein Paris. Quelques minutes plus tard, François Hollande est informé par son service de sécurité qu'au moins une personne est décédée à l'extérieur du stade. Il est également informé qu'une autre attaque a visé les terrasses à Paris. À ce moment-là, je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup d'agitation derrière moi, et je vois que le président de la République quitte la tribune officielle puisqu'il va aller au centre de supervision de sécurité du Stade de France. Le match se poursuit normalement, la France finit par ouvrir le score juste avant la mi-temps, mène à 1-0, voilà, nous faisons nos articles tranquillement avec mes confrères. On râle simplement un peu parce que nos portables ne passent pas. Mais on s'en inquiète pas plus que ça parce que c'est pas la première fois. Lorsque le Stade de France est bien rempli, tout le monde est sur son téléphone portable, on n'a pas de communication. En réalité, le réseau est vite coupé par les autorités afin d'éviter toute panique et tout mouvement de foule. Une décision qui va permettre de contenir la situation et éviter d'avoir de nombreuses victimes supplémentaires. À ce moment-là, François Hollande prend également la décision de maintenir la rencontre entre les Bleus et l'Allemagne. Alors que la mi-temps est sifflée, aucun joueur n'est mis au courant. Personne ne doit savoir ce qu'il se passe. Le match doit continuer pour ne pas alerter sur la situation à l'extérieur. Seuls Didier Deschamps et le sélectionneur allemand Joachim Löw sont informés de la situation. Les deux hommes se concertent pour ne rien laisser transparaître. Et à la mi-temps, on nous dit rien. On nous dit pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas. On sent qu'il y a une atmosphère un peu lourde autour de nous, même si, semble-t-il, personne n'arrivait à se connecter. L'information ne nous parvient pas, l'information ne passe pas, personne n'a des comportements étrangers, à part cette effervescence un peu exceptionnelle, mais qu'on attribue tous aux informations qu'on nous a données, que c'était un peu une répétition avant l'Euro. Dans Paris, le chaos règne. Le deuxième groupe de 3 terroristes est passé à l'attaque dans plusieurs rues des 10e et 11e arrondissements. À bord de leur véhicule, ils ont ouvert le feu à 3 reprises sur des personnes attablées à des terrasses de bars et de restaurants. Au Bataclan, le 3e groupe a abattu des personnes à l'extérieur du bâtiment avant d'y pénétrer et commencer à tirer sur les spectateurs par rafale. Pendant une vingtaine de minutes, les 3 hommes assassinent froidement les spectateurs un par un. À 21h53, le Stade de France est la cible d'une 3e explosion. Cette fois-ci, plus au sud, rue de la Coquerie, de l'autre côté de l'autoroute par rapport au stade. Le corps du terroriste Bilal Hadfi est retrouvé et identifié. Une 50aine de personnes sont blessées. Un hôpital de campagne est installé dans un restaurant à proximité. Plusieurs personnes sont évacuées en urgence absolue. Alors que la deuxième mi-temps de la rencontre a débuté, le président de la République, François Hollande, est alors exfiltré du stade. Dans les tribunes, ma femme observe que le président Hollande s'en va. Là, le président de la République vient dans la tribune officielle en disant qu'il va partir à Beauvau et qu'il faut rester là pour donner l'impression que la tribune officielle se vide. Et on va donc tous rester avec le préfet de police qui était là aussi et on va rester jusqu'à la fin du match. Alors que dans les tribunes, le président Hollande est déjà parti et beaucoup de gens ont le téléphone à l'oreille. On a le dos tourné aux tribunes, donc on ne peut
pas capté tout, mais apparemment il n'y a pas de mouvement de panique, il n'y a pas de gens qui partent, il n'y a rien de spécial qui puisse attirer l'attention. Ça qui est assez sidérant de voir à quel point en fait on a été occulté de l'information avec ce téléphone portable qui ne passait pas pendant longtemps. En occultant les informations, on a évité la panique. Il est évident que si à la mi-temps on avait annoncé aux haut-parleurs qu'il y avait des bombes partout dans Paris, il y aurait pu y avoir de gros mouvements de panique dans le stade. Personne n'avait été mis au courant. On a su après que le président de la République avait été exfiltré en deuxième mi-temps. On n'a pas su plus. Le match est allé à son terme. Et les Allemands non plus ne savaient pas plus. Ils continuaient à jouer. Au coup de sifflet final du match, les joueurs sont mis au courant en rentrant au vestiaire. Les chaînes de télévision sont passées en édition spéciale attentat. Ils découvrent alors l'ampleur du chaos. On prend le tunnel et à l'entrée du tunnel, il y a un écran de télévision. Et là, TF1 a déjà basculé sur l'édition spéciale des événements. Et là, on voit des gyrophares partout, des ambulances, etc. Bon, alors là, évidemment, très vite, il y a des attentats, il y en a eu au Stade de France, etc. La transition est tellement brutale, le sujet d'actualité après 23 heures pour nous, et bien avant, hélas pour d'autres, est tellement grave, tellement brûlant que on ne se souvient même pas qu'il y a eu un match de football 5 minutes avant. Hein. On est tous plongés dans l'horreur et la stupéfaction des images qu'on nous propose. Voilà. L'interdiction de quitter le Stade de France est levée, notamment pour éviter des bousculades. Le speaker du Stade de France, Franck Bargine, informe les spectateurs qu'un incident extérieur a eu lieu et déclenche la procédure d'évacuation du stade. Un flou volontaire pour éviter la panique. Les premiers spectateurs sortent du stade et sont obligés de passer par un double cordon de CRS éclairant chaque visage à la lampe torche. Mais quelques minutes plus tard, à la suite d'une rumeur d'une nouvelle attaque, un mouvement de foule d'une travée encore présente dans l'enceinte envahit la pelouse. Il y a eu à la fin du match une panique qui a été liée à l'hypothèse d'une explosion à la sortie. Tout le monde est revenu et donc là, même sur la tribune officielle et derrière le lieu officiel, ça a été un peu la bousculade. En réalité, personne n'a tiré, il s'agit d'un jet de pétard, mais la panique s'est déjà diffusée. Ils sont des milliers à se retrouver sur la pelouse du Stade de France pendant près d'une heure avant que le périmètre ne soit totalement sécurisé. De leur côté, les joueurs français et allemands sont sous le choc dans le vestiaire. Le groupe est tétanisé, tout le monde est sous le choc, donc les mots, ce sont des mots de circonstance. S'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas d'information proprement dite, on est tous unis dans la sidération et dans l'angoisse de savoir où et quand ça va s'arrêter. On sait qu'on est sécurisé évidemment, mais une bombe, on sait pas où elle peut partir à un moment. Il y a déjà eu avant le coup d'envoi, il y avait eu des tentatives de rentrer dans le stade avec des explosifs. On peut tout imaginer. Même on parle à voix basse alors qu'il n'y a pas lieu. Enfin, je veux dire, il n'y a pas lieu de... Mais c'est symptomatique, quoi. Je me rappelle, personne n'élève la voix en disant « Putain, qu'est-ce qui se passe ?» Non, c'est là, on chuchote, on parle, comme si chacun était dans sa douleur intérieure, qu'il ne fallait pas déranger le voisin. Puis les images qui continuent de tourner là-haut sur les écrans. Dans le vestiaire des Bleus, deux joueurs sont particulièrement inquiets. Antoine Griezmann et Lassana Diarra. On apprend que la sœur d'Antoine était au Bataclan ce soir-là. Je ne sais plus exactement le spectacle qu'il y avait, mais il y avait 1500 personnes au Bataclan. Que la cousine de Lassana Diarra était là aussi, mais on ne savait pas à ce moment-là qu'elle allait être une des victimes. La réconforter, le soutenir au maximum, évidemment. Et après, il y a quelques joueurs qui sortent dans le couloir où ils rencontrent des joueurs allemands parce qu'ils sont côtoyés dans des clubs plusieurs fois dans des matchs France-Allemagne. Donc,
il y a beaucoup, je ne sais pas les noms exacts, mais il y a beaucoup d'affinités entre joueurs français et joueurs allemands. Et je vois toujours l'image, ils commencent à discuter et puis après ils s'assoient par terre le long du mur, du mur des couloirs qui sont autour du vestiaire. Là, des petits groupes se forment ou des duos, un français, un allemand, deux français, deux allemands et on discute. Tout aussi choquée par les événements, la délégation allemande refuse, elle, de retourner à son hôtel où elle a déjà été évacuée dans la même journée en raison d'une alerte à la bombe. Didier Deschamps décide alors de prendre une décision forte. On sait que la fédération allemande ne veut pas rentrer à son hôtel et que la fédération allemande veut partir très vite, directement du Stade de France au Bourget, prendre un avion. Ils ne veulent pas entendre ni de repasser à leur hôtel, c'est exclu, et de se séparer. Et Didier prend cette décision assez louable, et il dit on ne quittera pas le stade tant que les Allemands n'auront pas solutionné leurs problèmes. À 3h du matin, une solution est trouvée pour la délégation allemande qui décide de passer la nuit au Stade de France avant de rejoindre l'aéroport de Roissy dans plusieurs minibus banalisés le lendemain matin vers 7h. L'équipe de France, quant à elle, regagne Clairefontaine vers 4h du matin sous escorte policière après avoir reçu l'autorisation de quitter le Stade de France. Ciblé à 3 reprises dans la soirée, le Stade de France a échappé au pire, notamment compte tenu de l'armement dont disposaient les terroristes qui aurait pu causer des pertes beaucoup plus nombreuses s'ils étaient parvenus à rentrer dans le stade. Et moi, 10 ans après, ce qui me frappe, vraiment, c'est que ce jour-là, on a échappé au pire. Parce que je suis persuadé que les terroristes qui ont fait sauter leurs bombes, et eux avec, devant le Stade de France, avaient bel et bien l'intention d'y pénétrer et de le faire exploser à l'intérieur du Stade de France, et si possible, pendant le match, au milieu des spectateurs. Et là, le carnage aurait été épouvantable. Les explosions du Stade de France ont été un peu minimisées au début par les médias. Comparé au Bataclan, comparé aux terrasses des cafés, c'était moins tragique, mais potentiellement ça aurait pu être beaucoup plus tragique. Il est évident que les terroristes, en faisant une explosion en direct à la télévision sur un match retransmis en France, mais aussi en Allemagne et sans doute dans beaucoup de pays, auraient eu une importance encore plus grande. Et que ça faisait certainement partie de leur plan. 10 ans après, les principaux acteurs de cette rencontre sont encore marqués par cette soirée tragique qui aura fait un mort et 63 blessés physiques au Stade de France, sans compter les milliers de personnes marquées à vie. Ja, also wir sind am Stade de France auch vorbeigefahren und sofort als wir daran vorbeigefahren sind, war es bei uns im Staffbus auch ein Riesenthema gewesen. Da kommen natürlich Erinnerungen hoch und es bleibt natürlich auch, das wird man nie vergessen und es war eine Situation, die man keiner Gesellschaft wünscht, keiner Stadt wünscht, den Menschen nicht wünscht und auch grundsätzlich die erschreckend gewesen ist und diese Erinnerung, die löscht sich nicht einfach, sondern ist immer ein Riesenthema und ja, das waren schaurige Zeiten. J'ai un peu de mal à m'exprimer là-dessus, mais c'est plus par retenue. Voilà, ce devoir de mémoire et le soutien, la compassion qu'on se doit d'avoir pour toutes ces familles qui ont souffert et, je le répète, qui ont perdu malheureusement des êtres chers. C'est là, on va faire avec, même si ce n'est pas l'idéal. Ce n'est qu'un match de foot, à côté de ce qui s'est passé. C'est rien, mais c'est un match de foot qui est très important pour nous.